Comment choisir ses lectures de la rentrée? Chaque année, un monticule d'ouvrages pullule dans nos rayonnages, difficile de faire un choix. Aussi, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette pêche à la ligne. Librairie, bibliothèque, critique, j'ai passé au peigne fin tous les acteurs du livre afin de vous dénicher le meilleur du meilleur de la rentrée littéraire. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Afin de vous dénicher les pépites de cette rentrée littéraire, je suis passée par plusieurs supports et on va commencer par le premier, à savoir le site Décitre. C'est un site sur lequel je passe assez souvent pour faire mes commandes parce qu'il regroupe pas mal de maisons d'édition, même des petits éditeurs, et il possède aussi des formats e-book et des livres usagés. Donc ça me permet toujours de tomber sur le livre que je cherche même s'il est out of stock et aussi de faire des économies. À l'origine, j'avais fait toute ma commande sur ce site. Il y avait une sélection pour la rentrée. J'ai fait des petits ajouts dans mon panier. Et le premier titre que j'ai pris chez eux, c'est Le dit du Mistral de Olivier Mac Bouchard aux éditions Le Tripode. L'histoire est assez simple. Par un soir d'orage, le tonnerre s'abat sur un muret donc de l'habitation d'un vieil homme. Ce muret est mitoyen à la maison de son voisin. Donc il s'empresse de prévenir son voisin de le dénicher de chez lui pour le dire de venir. Parce qu'il s'avère que sous ce muret de pierre se cachent des vestiges antiques, des terres de pierre cuite et bien plus encore. Et ces deux hommes ont décidé dans le secret de mener eux-mêmes leur propre investigation, de mener des fouilles archéologiques pour découvrir ce qu'il se cache dans les profondeurs de la terre, donc sous leurs pieds. Les péripéties vont venir bien évidemment se rajouter au thème principal, donc qui vont permettre de renforcer les liens entre le vieil homme et le narrateur, donc le protagoniste principal du récit, ce qui va permettre de rajouter des thèmes à cette histoire et de nourrir un peu la trame, des thèmes tels que l'amitié, la transmission générationnelle, ce que nous ont légué les générations anciennes et ce que nous voulons leur léguer. Pour aller de but en blanc, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai aimé le fait qu'il s'inspire de l'histoire française et d'une tradition française et plus particulièrement provençale. Il ne va ni aller dans les cigales avec Pagnol ni dans la violence avec Giono. Il va proposer un conte différent. Il va presque l'imprégner de magie avec les mythes et les légendes de cette région. Cet aspect magique va permettre au récit de le classer comme hors du temps et donc ça nous transporte et on s'évade. Pourtant on connaît finalement la Provence, on connaît cette culture française, donc on est à la fois rassuré par le patrimoine qui est présenté et en même temps on s'évade par cet aspect magique et légendaire qu'apporte l'auteur. Je refais un petit focus sur les illustrations que je trouve vraiment très belles et très intéressantes. On voit le personnage donc, du chat qui est un personnage récurrent dans le roman mais que je n'ai pas vraiment évoqué mais qui va venir participer à créer cette atmosphère un petit peu magique et hors du temps. Le livre est quand même d'une écriture assez simple, assez accessible, pas forcément une écriture qui m'a touchée particulièrement mais il y a quand même des belles tentatives de travail de texte. Donc pour résumer, je vous conseille cet ouvrage. Je pense que c'est un de ceux que j'ai préférés de la rentrée littéraire. Je le trouve très rassurant, très réconfortant. Il fonctionne très bien avec cette saison et je pense qu'en cette période de couvre-feu, il est bon de trouver des petits hobbies rassurants à la maison. Les deux livres qui vont suivre m'ont été conseillés par la libraire du Mont-en-l'Air. Donc c'est une librairie située dans le 20e arrondissement de Paris que j'aime beaucoup. Je vous avais fait un book haul sur Instagram récemment pour vous présenter mes pépites et c'est vraiment ce que j'aime dans cette librairie, c'est qu'elle est vraiment, elle regorge de trésors. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts, allant de la jeunesse à la photographie, à l'art, en passant par les classiques. Donc c'est une librairie généraliste, me diriez-vous. Oui, mais c'est une vraie librairie généraliste dans le sens où il y a une vraie sélection, un vrai choix de textes et on ne retrouve pas tous les étalages qu'on peut retrouver à la Fnac. Donc autant vous dire que quand la libraire m'a conseillé ces deux ouvrages, j'avais des attentes assez élevées. Malheureusement pour les deux ouvrages, ce fut un flop. Le premier, Contrariété, donc de Benoît Tokay, je ne l'ai tout simplement pas terminé, c'est pour vous dire. Je suis quelqu'un qui termine toujours, voire pratiquement toujours mes ouvrages parce que je veux toujours lui laisser le bénéfice du doute. Le dernier ouvrage que je n'ai pas terminé, c'est La Montagne Magique de Thomas Mann et ça m'a valu une panne de lecture, donc vraiment je m'étais forcée. Pourtant vraiment j'ai essayé, j'ai pris des notes, etc. pour vous donner un avis un peu complet, donc je vais vous en résumer un peu l'idée. L'objectif en fait de ce texte qui est un recueil de poésie en prose, c'est de proposer des petites expressions, une juxtaposition de phrases plutôt vides de sens ou plutôt qui jouent sur des jeux de mots, qui jouent sur des lieux communs, les construire sous forme de petites sections et une fois associées sur la page, eh bien ça prend un sens tout autre. L'auteur choisit de travailler sur plusieurs strates puisqu'il nous propose des phrases, des réflexions à la fois sur la philosophie, sur l'histoire, sur l'antiquité, sur la littérature, etc. Donc pour offrir vraiment une vision complexe du texte. L'idée c'est aussi voilà, de brailler, hein. Le terme c'est bien contrariété. Je n'ai
n'ai pas vraiment aimé ce texte, bien qu'il ait un intérêt très pratique en termes de symbolique. Si vous êtes contrarié, hop, vous posez ça devant quelqu'un et ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que je serais curieuse de voir votre avis. Le second texte m'a plu un peu plus, je dirais. Donc ça s'appelle La mesure de la joie 1 cm des éditions Van Loo pour la collection V2O. Et l'auteur c'est Arnaud Calera. Je suis allée un peu dans tous les sens pour vous nommer l'ouvrage, mais je pense que vous avez compris. Donc ce récit se compose un peu sous la forme d'un journal de bord. Le temps d'écriture est proche du récit qui se déroule. On y rencontre un jeune homme qui est ami avec un autre qui s'appelle Benoît. Ce dernier a un appartement au dernier étage d'un immeuble à Marseille et il va rencontrer une fuite. Cette fuite va causer beaucoup de dégâts dans son appartement et des appartements en dessous. Les gens vont venir toquer, vont tenter en fait de discuter avec Benoît pour pouvoir régler ce problème, mais celui-ci ne répond pas parce qu'il est trop occupé à écouter les voix qui torturent son esprit. En fait, il a la capacité d'écouter les voix peut-être de personnes qui sont décédés et il les retranscrit parce qu'il sent que quelque chose va arriver très bientôt. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi sur le fait que l'histoire est assez simple et pas très intéressante. L'intérêt, c'est le petit twist fantastique qui est apporté par le côté chamanique de Benoît. J'ai bien aimé la forme du texte, c'est ça qui va rattraper un peu le sujet. La maison d'édition a choisi de ne pas corriger le texte, de le publier tel quel. On le sent que c'est très proche du brouillon, que c'est très proche du manuscrit, c'est assez authentique et c'est ça qui m'a plu. L'auteur a une façon très intéressante d'écrire, notamment dans ses choix de concordance des temps, donc ça crée quelque chose d'un peu différent, un peu brusque, et on sent tout de suite le parallèle qui est donc d'autant plus renforcé que Benoît est lui-même un peu atypique. Néanmoins, comme j'ai trouvé que le sujet restait creux, et bien l'ouvrage vous glisse un peu des mains, j'ai du mal à comprendre le dénouement de ce récit, j'ai pas réussi à lire entre les lignes, donc on n'a pas eu vraiment des atomes crochus, lui et moi, et ni la libraire et moi non plus, chose qui m'a assez déçue parce que c'est vrai que la librairie je l'aime vraiment, et d'ailleurs je vous conseille vraiment de la visiter. Cette fois-ci ça a fait fausse route pour moi. Le troisième ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est un format numérique puisqu'il s'agit de Yoga d'Emmanuel Carrère, donc qui est paru cette année. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de cet ouvrage si vous suivez l'actualité littéraire du moment, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de l'écouter en format audio. C'est vrai que j'avais beaucoup d'a priori par rapport à cet ouvrage. Quand il y a une trop forte publicité, une promotion autour d'un livre, je suis un peu freinée dans mes ardeurs, mais j'étais quand même curieuse de découvrir cet ouvrage parce que j'aime le yoga, je pratique le yoga et j'avais envie de voir ce qu'allait nous proposer Emmanuel Carrère pour ce thème. Le récit débute, comme vous l'imaginez, sur le yoga, sur la pratique du yoga, mais vraiment comme un exercice méditatif et pas comme un exercice de gymnastique, ce qui est plus prôné en Occident et en Europe. Mais là, Emmanuel Carrère propose vraiment de le voir comme un exercice de méditation. Il va expliquer, essayer de témoigner de ce que c'est, parce qu'il pratique le yoga depuis pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années, il me semble. Et pour venir nourrir cette expérience, peut-être venir réchauffer ce côté un peu trop énuméré, et bien rajouter des anecdotes de lui dans sa pratique du yoga. Petit à petit, en fait, le yoga va perdre son importance et les sentiments et la vie privée d'Emmanuel Carrère va prendre le dessus, et on va avoir vraiment plus la pression de suivre les pensées de l'auteur plus que vraiment un ouvrage sur le yoga. Simplement parce qu'à la période où Emmanuel Carrère va commencer son ouvrage sur le yoga, eh bien, il va tomber en dépression, être très malheureux et petit à petit se déliter dans son être, qui fait que finalement sa réflexion personnelle, sa conscience, elle va prendre beaucoup plus de poids que le yoga lui-même. Ce petit livre heureux sur le yoga, souriant, qu'Emmanuel Carrère voulait écrire, eh ben, il va falloir qu'il s'en départisse, puisque le livre va se faire de plus en plus pathétique, de plus en plus difficile à lire. J'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de se livrer de la manière dont il l'a fait, parce qu'il va vraiment au plus loin dans les profondeurs de son âme. On déroule finalement la psychologie du personnage sur les actions qui l'ont écrasé, qui l'ont anéanti. Donc c'est assez difficile à écouter ou à lire, notamment si vous passez vous-même une dépression ou vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Je vous conseille pas de le lire parce que peut-être que ça pourrait renforcer le sentiment d'angoisse que vous traversez en ce moment. Personnellement, j'ai vraiment aimé cet ouvrage. J'ai trouvé que c'était d'une très grande franchise, je l'ai dit tout à l'heure, d'une très grande honnêteté. J'ai aimé la façon dont il abordait ses sentiments. J'ai trouvé ça fort, puissant. Je tiens à rappeler que je l'ai écouté et que je ne l'ai pas lu, et pourtant le texte a réussi à m'impacter, alors que bien souvent quand j'écoute un audiobook, eh bien, je suis beaucoup moins attentive au texte et à la plume de l'auteur. Peut-être que je l'achèterai pour le relire une seconde fois parce que vraiment je l'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas en fait ce qu'a écrit déjà auparavant Emmanuel Carrère, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais lu aucun de ses ouvrages, mais si je le compare au reste des textes de la rentrée littéraire que j'ai pu affronter, eh bien je considère que c'est un très bon ouvrage et je vous le conseille également.
Je me suis ensuite laissée tenter par une petite maison d'édition que je suis allée rencontrer directement parce que c'est une maison d'édition parisienne qui s'appelle la maison d'édition Pipa. Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour la rentrée littéraire cette année, quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu et qui est sous-coté cette année mais qui vaut le détour? Alors, nous venons de publier Jean-Hugues Malinaud, qui est un grand poète français disparu il y a 3 ans, dans Le Bonheur d'aller. Ce sont des haïkus qu'il a écrits pendant 30 ans avec sa femme Françoise Naudin-Malinaud. Et donc l'ouvrage se présente en vraie double page, où chaque année ils ont échangé leur haïku. Donc ça se présente un petit peu comme un dialogue. L'un écrit un haïku, l'autre lui répond. Et là, c'est ce qu'on appelle un renku. Et c'est un livre absolument merveilleux à mettre dans toutes les mains. À la disparition de Jean-Hugues Malinaud, Françoise Naudin-Malinaud a voulu lui rendre hommage et là elle a écrit un haïboun, c'est-à-dire un texte en prose dans lequel on retrouve des haïkus. Donc c'est un texte émaillé de haïkus, mais qui est écrit en prose. Et là c'est vraiment un hommage qu'elle lui rend pour lui dire combien il est encore présent dans sa vie et combien elle pense à lui et combien son souvenir ne s'efface pas. Donc ça peut paraître peut-être assez étonnant pour vous de voir des recueils de poésie, notamment des haïkus écrits à 4 mains. C'est généralement un genre qu'on associe à la méditation, à la réflexion intérieure. Ça offre une portée plus contemporaine au texte et en même temps ça offre un autre axe d'écriture. Il faut savoir que le haïku c'est un texte qui est assez simplifié dans son format, mais aussi dans ses choix de mots. Il est simple mais direct dans l'accessibilité des sentiments et donc je trouve que c'est des recueils qui peuvent plaire à tout le monde et qui peuvent être accessibles même pour ceux qui débutent dans leur lecture de la poésie. Ce qui justifie aussi cette idée du 4 mains, c'est qu'à l'origine les recueils étaient plutôt de l'ordre de l'intime, étaient rédigés par le couple tout au long de l'année, puis sélectionnés, imprimés chez eux et étaient distribués à leurs proches pour la nouvelle année, un peu comme Pérec avec son recueil que je vous ai présenté sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Ce couple en fait choisissait d'écrire chacun de son côté, puis mettait en commun leurs textes et bien souvent les thèmes qu'ils traversaient, qu'ils abordaient étaient communs. Donc je trouvais que c'était un très beau message d'amour en fait de voir ce lien à travers l'écriture qui se tracent entre eux, même si au début leur écriture est assez différente et elle est d'ailleurs mentionnée par un choix de police dans le texte. Petit à petit leur écriture se confond et on ne sait plus différencier qui est qui, donc vraiment cette espèce de fusion amoureuse, j'ai trouvé ça très beau, très romantique. Le second texte est un peu différent, c'est en fait un hommage à Jean-Hugues Malinaud puisqu'il est décédé en 2018 et sa femme a décidé de continuer ce travail d'écriture, donc ça change un peu le format parce qu'il est un peu plus en prose, à la différence donc, du format haïku de tout à l'heure. C'est plus long donc, mais l'expression de la douleur est assez intéressante, elle est très belle. C'est pas défaitiste ou triste. Oui, il y a une sorte de mélancolie, il y a le manque de la personne qu'elle a aimée, mais l'objectif ce n'est pas forcément de peindre sa douleur, mais plutôt d'aller de l'avant et de continuer à traverser le monde avec ce souvenir, de faire perdurer ce souvenir à travers un texte. Par contre, c'est 2 textes assez complémentaires je trouve, et d'ailleurs le thème du deuil offre une corde supplémentaire au récit. Un gros coup de cœur pour la maison d'édition Pipa, premièrement, la rencontre avec l'éditrice, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange avec cette femme. J'ai jamais eu un échange aussi agréable et convivial depuis que je commence ces tournages sur YouTube. Je trouvais que la maison était très accessible, ça rendait pas du tout la poésie pédante, c'est petit, ça se glisse dans un sac, il n'y a pas beaucoup de pages, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour les amis parisiens. Il y a une librairie qui est en fait la maison Pipa, donc vous pourrez aussi directement les voir en magasin. Un autre média qui m'influence beaucoup dans mes choix littéraires, c'est la Grande Librairie. Je pense que vous connaissez tous et toutes. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une émission télévisée ou télévisuelle, je sais pas trop comment on dit, qui propose de faire des critiques sur l'actualité littéraire. Et pour cet premier épisode 2020, donc celui de la rentrée, j'ai choisi de m'intéresser à Livre Maria de Julia Kerninon. De manière générale, le choix de la Grande Librairie, c'est plutôt classique, il se fout pas trop puisque je pense que vous connaissez déjà Julia Kerninon. Personnellement j'ai déjà lu pas mal de ses ouvrages et je vous ai déjà fait quelques revues sur Instagram et en vidéo, donc si vous suivez un peu mon actualité, je pense que je vous avais déjà dû en entendre parler. J'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien sa façon de composer, je trouve qu'elle a une sensibilité très intéressante, mais je dois dire que Livre Maria m'a particulièrement impressionnée parmi tous les ouvrages que j'ai pu découvrir d'elle. Livre Maria, ça raconte l'histoire d'une jeune femme, sa vie, ou plutôt ses multiples vies, puisque de fille à sulaire à dresseuse de chevaux, Livre Maria a fait
tout et a tout essayé. Ça nous raconte l'histoire d'une femme, de sa force et de ses faiblesses, mais aussi principalement de ses amours, puisque le récit est dressé et construit autour de ça, autour des différentes relations qu'elle a pu entreprendre. De ces relations va subvenir un drame qu'elle sera la seule à connaître et qui va en fait poser une question en toile de fond, à savoir faut-il tout dire pour être une femme libre, comment exister indépendamment de cette casquette qu'on tente de nous attribuer. Julia Carninon a cette capacité à nous tenir en haleine. Pourtant l'écriture se joue quand même sur quelque chose de très intime et donc on peut considérer comme plat, le récit est tonifiant, donc c'est beaucoup de réflexion personnelle, mais je trouve que le texte se tient, les chapitres sont courts, c'est resserré, ça, c'est juste ce qu'il faut. Donc vraiment je vous le conseille, j'aime beaucoup l'écriture de Julia Carninon et je trouve qu'avec cet ouvrage elle s'est vraiment surpassée. On termine avec mon ouvrage de référence pour dénicher des pépites littéraires et il s'agit du Matricule des anges. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo complète à son sujet, je vous la mets dans le i si ça vous intéresse de la visionner. Et donc c'est une revue qui se propose encore une fois de faire des critiques littéraires. La particularité de cette revue c'est que c'est une revue complètement indépendante et sans publicité, donc de la première à la dernière page vous avez une revue et ça je trouve que c'est vraiment qualitatif. Alors je vous l'accorde, le format n'est pas du tout sexy mais vraiment on trouve toujours des ouvrages très pointus et très intéressants et je vous conseille vraiment d'y jeter un œil et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce magazine n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo. En premier lieu, il y a Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. En dehors de la critique qui m'a vraiment intéressée, ce qui m'a donné envie de l'acheter, premièrement c'est la couverture, vous pouvez voir que je suis assez sensible à ce genre d'illustration. Et la seconde chose qui m'a fait craquer, c'est que Mireille Gagné est québécoise et j'ai un petit crush pour tout ce qui porte au Québec et au Canada, je l'avoue. Dans cette nouvelle, on part à la rencontre de Diane qui, pour améliorer ses capacités intellectuelles, va décider de s'administrer un traitement qui va vite s'avérer être plutôt problématique puisque peu à peu les effets secondaires vont prendre le dessus et elle va se voir se transformer en lièvre. Ce récit fantastique va venir se partager la tête d'affiche avec d'autres anecdotes de la vie de Diane, notamment un épisode marquant de sa vie de jeune femme, donc quand elle vivait sur une île duquel elle a du mal à se séparer. Ça nous permet de comprendre comment elle en est arrivée là et comment elle s'est égarée en fait jusqu'ici et finalement cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes égarées qui se sont perdues en cours de route et qui ne savent plus vraiment où aller. Donc c'est un récit assez triste qui questionne aussi des thèmes tels que la dépression, le deuil. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette fable animalière qui nous permet finalement d'affronter de manière un peu différente la réalité. On s'enfonce de plus en plus dans la nature et d'ailleurs je trouve que c'est un thème assez récurrent en littérature, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation, en tout cas dans les textes que je lis, qu'on a besoin de plus en plus de stopper le progrès. C'est à la fois poétique et grinçant, c'est une très belle balade sur les mots que nous propose Mireille Gagné et je vous le conseille amplement. On va continuer avec Les pantoufles de Luc Michel Foissier aux éditions de l'Arbre Vengeur. C'est un tout petit ouvrage d'une centaine de pages, assez léger, qui raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir claqué la porte de son appartement, se rend compte qu'il est sorti en pantoufles. Et comme il est en retard et qu'en plus il a perdu ses clés, plutôt que de s'embêter à chercher un moyen de retrouver ses chaussures, il décide de passer sa journée en chaussons. Ce tout petit changement va en fait entraîner pas mal de péripéties dans la vie du protagoniste et va le faire basculer dans un univers peut-être plus léger et plus impertinent. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas non plus de la grande littérature, c'est un moyen un peu léger et divertissant de faire un pied de nez à la société dans laquelle on vit. C'est un humour un peu de daron. Si vous aimez les blagues de papa, je pense que vous pourrez apprécier le charme de cet ouvrage. Je m'y attendais en l'achetant, je savais à quoi m'attendre et je n'ai pas été déçue. Après, bon, de dire que c'est l'ouvrage de la rentrée, n'allons pas jusque là, mais j'ai quand même passé un bon moment en la compagnie de Luc Michel Foissier et ses pantoufles, donc je vous le conseille également. On va terminer avec un ouvrage qui m'a laissé un peu sur ma faim, un peu perplexe et j'aimerais beaucoup avoir votre avis à ce sujet si vous l'avez lu ou bien si vous connaissez l'auteur. Il s'agit de Ce que je ne veux pas savoir de Déborah Lévy. Alors ce livre s'insère dans une trilogie puisqu'il s'agit d'une autobiographie en 3 tomes. J'ai réussi à me procurer que le premier tome, c'est pour ça aussi que je reste sur ma faim peut-être. Et en fait comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est l'histoire de l'auteur, donc elle revient sur sa vie, sur les épisodes marquants de sa vie qu'elle décompose en chapitres. Cette autobiographie répond au questionnement du pourquoi l'écriture, pourquoi est-ce qu'elle écrit et comment conquérir le territoire de l'écriture, et elle aborde également des thèmes féministes et des enjeux de femmes et de société d'ailleurs. Donc
connais pas Deborah Lively, mais la critique qui était faite dans le matricule des anges m'a vraiment questionnée et j'avais envie de voir la manière dont elle allait insérer des questions féministes dans sa propre autobiographie. La première partie m'a vraiment emballée, comme vous pouvez le voir, j'ai souligné pas mal de passages. Oui, je suis ce genre de personne. Elle abordait des questions que je trouve nécessaires, ou en tout cas qui me sont nécessaires, sur laquelle je me questionne en ce moment, mais ce début impactant est vite retombé dès la deuxième partie, donc dès qu'on arrive dans la partie un peu plus autobiographique, ce qui constitue finalement le noyau central de ce roman. Donc voilà pourquoi j'étais un peu dubitatif sur est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Je vais peut-être lui laisser le bénéfice du doute comme il reste 2 autres ouvrages, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas, si ce sont des questions qui vous intéressent. D'ailleurs, je trouve que c'est une manière assez intéressante d'aborder le féminisme, peut-être un peu plus sincère et honnête et un peu moins fatigant que ces énumérations un peu de l'ordre de la thèse. Mais en tout cas, c'est sur ça que se conclut donc mon épopée livresque de ce mois-ci. Donc je vous ai présenté pas moins de 10 ouvrages, donc 9 en format papier et un audiobook. Cette balade littéraire vous aura au moins permis de comprendre mes goûts littéraires, donc entre univers mirifique, peut-être hors du temps, et introspection complètement intimiste. J'aime aller dans les extrêmes, donc mes goûts sont assez éclectiques, mais j'espère que vous avez réussi à vous y retrouver. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente de mes trouvailles de cette année, bien plus que l'année dernière, je devrais dire. Et ça m'amène aussi à peut-être vous énumérer quelques conseils pour faire votre sélection de la rentrée ou de manière générale pour sélectionner des livres quand vous ne savez pas quoi lire. Premièrement, n'hésitez pas à confronter les points de vue quand vous lisez une critique. Parfois, vous pouvez tout simplement ne pas avoir des atomes crochus avec la personne qui rédige ou qui vous conseille, et ça pourra peut-être plus vous donner plus d'informations avant d'acheter. Essayez peut-être de surpasser votre première impression, enfin d'aller au-delà de vos préjugés. Parfois on pourrait être surpris et de manière positive, comme par exemple c'était le cas pour moi avec Yoga d'Emmanuel Carrère. Essayez de vous trouver des personnes de référence à qui vous fiez quand vous ne savez pas quoi lire, donc votre libraire, une émission, un blogueur ou bien une revue. Je serais curieuse de savoir en commentaire à qui vous vous fiez pour lire un nouvel ouvrage quand vous ne savez pas quoi lire, qui est la personne qui vous tente à chaque fois. J'aimerais découvrir de nouvelles personnes ou peut-être de nouveaux formats avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aude de la chaîne Aude à la joie et à toutes les semaines je propose une vidéo que j'essaie de rendre intéressante et attrayante autour de la littérature. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement et à activer la cloche pour être notifié des actualités de la chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.